Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi c'est Sofiane, bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable choc des titans de la finance mondiale. C'est l'histoire de la vieille garde, Visa et Mastercard, face à des nouveaux venus qui sont en train de tout changer. On parle bien sûr du pays en Inde et de Pix au Brésil. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, on a découpé notre analyse en 5 grandes parties. On va d'abord voir pourquoi le duopole est sous pression. Ensuite, on parlera de la disruption qu'amènent UPI et Pix, puis évidemment la contre-attaque des géants. On élargira ensuite avec la nouvelle carte géopolitique qui se dessine, et enfin, on se projettera dans le futur avec ce concept fascinant de monnaie programmable. Allez, on commence. Acte 1. Il faut se remettre dans le contexte. Depuis plus de 60 ans, Visa et Mastercard ont construit un empire. Un véritable empire qui semblait, intouchable. Ils contrôlent les autoroutes mondiales du commerce, tout simplement. Leur coup de génie, c'est cette architecture qu'on appelle le système à 4 parties. En gros, c'est une toile complexe qui connecte tout le monde. Le porteur de la carte, sa banque, le commerçant et la banque du commerçant. C'est incroyablement efficace, oui, mais ça repose sur une multitude d'intermédiaires. Et qui dit intermédiaire, dit coût. Et ce coût, il est bien réel, même si on ne le voit pas directement. C'est un peu comme une taxe cachée sur presque tout ce qu'on achète. Pensez-y, à chaque transaction, entre 1,5 et 3% du montant, ça part directement dans les poches de ces intermédiaires avant même d'arriver aux commerçants. Et au bout du compte, qui paye la note ? Les entreprises, et donc nous. C'est là que ça devient intéressant, parce que ce système, malgré sa puissance, a des failles payantes. Premièrement, il est lent. Les commerçants attendent souvent 1 ou 2 jours pour voir leur argent. Deuxièmement, il est cher, on vient de le voir. Et troisièmement, il est opaque, surtout pour les petits commerces. Ces 3 failles, c'est la brèche dans laquelle les nouveaux acteurs se sont engouffrés. Et voilà les disrupteurs. On entre dans l'acte 2 avec UPI en Inde et Pix au Brésil. Attention, on ne parle pas juste de nouveaux concurrents. On parle d'un changement complet de philosophie, un vrai changement de paradigme. La clé de tout, c'est ce terme, le paiement de compte à compte, ou A2A. L'idée est d'une simplicité désarmante. La technologie permet de faire passer l'argent directement d'un compte bancaire à un autre, instantanément, sans passer par tous les intermédiaires du système de cartes. En gros, on retire les maillons les plus coûteux et les plus lents de la chaîne. Et pour comprendre l'ampleur du phénomène, regardez ces chiffres. C'est juste ahurissant. En 2024, le système UPI, en Inde seulement, traite déjà plus de transactions chaque jour que le réseau mondial de Visa tout entier. Avec une croissance annuelle de 40%, on n'est plus dans l'anecdote, on est face à un tsunami. Alors comment est-ce qu'ils ont réussi ce tour de force ? En Inde, le gouvernement a sorti ce qu'on pourrait appeler l'option nucléaire réglementaire. Il a rendu les transactions UPI gratuites pour les commerçants. 0 commission. Pour des millions de petites échoppes, le calcul était vite fait. L'adoption a été fulgurante. Au Brésil, avec Pix, c'est la même logique, mais en chiffres. Le coût d'une transaction Pix, c'est 0,33% en moyenne pour un commerçant. Une carte de crédit, c'est plus de 2,3%. Ce n'est pas juste une petite économie, c'est un transfert massif de valeur des intermédiaires financiers vers l'économie réelle, vers les entreprises. Mais le plus gros morceau, le plus stratégique, c'est le crédit. C'est là que Visa et Mastercard font le plus de marge. Et devinez quoi ? UPI et Pix s'y attaquent frontalement. Ils intègrent des lignes de crédit, des paiements plusieurs fois, directement dans leur système. Ils s'attaquent au cœur du réacteur. Bon, face à une menace pareille, une menace existentielle, on peut se demander ce que font les géants. Est-ce qu'ils regardent le train passer ? Absolument pas. Leur réponse est d'une intelligence redoutable. Ils sont en train de pivoter, complètement. Leur nouvelle stratégie, c'est de devenir un réseau de réseaux. L'analogie est simple. Si on ne peut plus être le propriétaire de l'autoroute et faire payer le péage, alors on va devenir le contrôleur aérien. On va vendre la sécurité, l'analyse de données, la détection de fraude à tous les avions, quel que soit l'aéroport de départ ou d'arrivée. Et pour mettre en place cette stratégie, ils dégainent le carnet de chèques. Visa rachète Pismo pour 1 milliard, une boîte qui fournit l'infrastructure logicielle pour Pix au Brésil. Mastercard achète Finicity pour l'open banking. En fait, ils achètent les briques technologiques des systèmes qui les concurrencent. Le but, rester incontournable, peu importe le rail de paiement utilisé. D'accord. Mais cette histoire n'est pas seulement technologique ou commerciale. Si on prend un peu d'auteur, on se rend compte que ça redessine complètement la carte du monde. On touche à des enjeux de souveraineté nationale et aux grands équilibres géopolitiques. Regardez ce projet, Nexus. L'idée est de créer un Internet des paiements. On connecte tous ces nouveaux systèmes nationaux les uns aux autres pour faire des paiements internationaux quasi instantanés et à coût très faible. C'est une attaque directe contre le système SWIFT, qui est lent, cher et qui domine les échanges mondiaux depuis des décennies. Et ça mène tout droit à des initiatives comme BLXP. Des systèmes comme UPI et Pix deviennent les fondations sur lesquelles des pays comme l'Inde, le Brésil ou la Russie peuvent construire des alternatives pour commercer entre eux. Et surtout, dans leur propre monnaie, sans passer par le dollar.
Et là, on arrive à la question qui fâche, la question à 1000 milliards. Est-ce que ce réseau de systèmes de paiement souverain pourrait, à terme, écorner l'hégémonie du dollar américain? C'est une question qui était presque théorique il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle est concrète et la technologie pour y répondre est en place. Allez, dernier acte, on se projette encore plus loin. Parce que cette révolution ne fait pas que changer la vitesse à laquelle l'argent circule, elle est en train de changer la nature même de l'argent. Prenons un exemple très concret pour que tout le monde comprenne. L'e-rupee en Inde. Le gouvernement donne une subvention à un agriculteur pour acheter de l'engrais. Sauf que ce n'est pas de l'argent classique, c'est un bon numérique, un QR code. Et cet argent-là a des règles. Il ne peut être dépensé que pour de l'engrais et que chez un marchand agréé. Le détournement devient tout simplement impossible. C'est ça la monnaie programmable. La bascule est fondamentale. On passe d'une monnaie qui est un outil passif, bête en quelque sorte, à une monnaie qui devient un outil actif, intelligent. Elle ne fait pas que représenter une valeur, elle peut exécuter des ordres, suivre des conditions, qui peut dépenser, pourquoi, où et quand. C'est une véritable révolution conceptuelle. Cette citation résume tout, je trouve. Pour Visa et Mastercard, le défi est immense. Leur survie ne se jouera plus sur leur capacité à transporter de l'argent, mais bien sur leur capacité à le rendre plus intelligent et plus sûr. On termine donc sur cette question ouverte qui donne un peu le vertige. Que se passe-t-il pour nos sociétés, pour nos libertés, pour nos économies, le jour où notre argent devient capable de penser et d'agir selon des règles prédéfinies? Voilà matière à réflexion. C'était Gabriel, merci pour votre écoute. Et Sophie, on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage sur Confluence.